servetien.ch. Daniel Riolo est avec nous. Tu as 50 ans, chroniqueur dans l'after-foot. Tu as écrit notamment pour le grand public Racaille Football Club en 2013. Plus récemment, Autopsie du sport français en 2018. Et moi, c'est mon petit préféré, l'explication avec Pierre Ménez en 2014 que je trouve vraiment très très bon. Pour résumer, j'ai quand même l'impression que tu es quand même assez en marge avec tous tes collègues journalistes, c'est-à-dire que toi, tu as des avis hyper tranchés en fait sur tout, et on a l'impression que c'est de moins en moins le cas dans le monde médiatique. Bon, alors déjà, j'espère que t'aimeras et que ton préféré de livre deviendra le prochain, qui sort en septembre. Et je pense que, écoute, ça doit être la première et la seule interview où je le dis, puisque personne ne sait que le livre sort au mois de septembre. Donc voilà, déjà. Donc, mon prochain livre, c'est le 10 septembre. Voilà. C'est la première fois que j'y parle de choses très personnelles. Que certes, derrière le titre, évidemment, dedans, il s'agira beaucoup de football. Et sans concession d'une sorte un peu de règlement de compte avec le monde français, mais qui a également beaucoup de choses personnelles dedans. Donc voilà, déjà, voilà. Donc ça, c'est ma première. Et comme j'ai oublié ta question, il va falloir que rapidement tu la reformules. C'était quoi? C'était sur moi qui était différent de quoi? De qui? Ouais. Ah bah je la refais, t'inquiète. Non, je suis différent de... Non, mais moi j'ai jamais cherché à être différent de qui que ce soit ou de quoi ou de... Non, moi à partir du moment où on m'a donné la chance de m'exprimer et de dire ce que je pensais, moi, j'ai affirmé ma personnalité plus que je n'ai pensé être différent des autres. Après, si certains y ont vu une différence, si certains ont trouvé que c'était pas le même discours et tout, écoute, tant mieux ou tant pis, ou j'en sais rien, je porte même pas de jugement là-dessus. Mais moi, j'ai jamais, comment dire, travaillé ma personnalité pour être différent ou quoi. Moi, j'ai livré tout au long de ces années une vision des choses, quoi, c'est tout. Ouais, d'ailleurs, c'était plutôt un compliment qu'une critique, parce que vraiment, on a l'impression que aujourd'hui, le journalisme en 2020, moi en tout cas, j'ai cette sensation qu'on nous vend plutôt un produit, qu'on nous vend et pour vendre ce produit, on nous met des statistiques qui souvent n'ont aucun sens. Et ce qui est un peu déplorable, c'est que j'ai l'impression qu'on apprend pas grand chose, au contraire de l'after par exemple, où tu interviens tous les jours quasiment, où là écoute, tu sais, après tout, moi je me dis quand même que mine de rien, il y a quand même une offre aujourd'hui qui est beaucoup plus large qu'il y a 10-20 ans, même dans la façon de voir et de parler du foot. Moi, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Il y a pas mal d'émissions, finalement. Alors nous, on est là tous les soirs. Nous, on a un temps d'antenne qui est vaste, donc on a le temps de beaucoup parler, tout ça. Mais il y a plein de gens, je sais pas, quand j'écoute les analyses foot d'un mec comme Abid Bey sur Canal, je trouve fantastique. Quand je lis, tiens, mais chez vous, en Suisse, moi, j'adore, comment il s'appelle dans le temps, là, Laurent Favre. Oui, tout à fait. Ouais. Je trouve qu'il écrit des papiers qui sont passionnants. Le Temps est un super journal. Je trouve qu'il y a une offre qui est quand même assez vaste. Tu vois, un journal, un hebdo comme un hebdo, c'est un mensuel comme SoFoot. Il y a une vraie culture foot dedans. Il y a un vrai point de vue. Il y a pas mal de choses finalement. Nous, c'est le fait qu'on soit là beaucoup, c'est le fait qu'on ait été là peut-être avant d'autres, qui fait qu'on a un petit peu cette sorte d'exclusivité et d'image d'être ceux qui parlons un peu plus et différemment et tout ça. Mais peut-être ce à quoi toi tu fais allusion, c'est peut-être la télé, c'est bizarre, la télé n'arrive jamais à sortir de ce truc-là. La télé achète un produit, elle le paye cher, et elle n'arrive pas à sortir de l'idée qu'après, il faut faire le service après-vente. Ça, c'est un peu le piège qu'on a vu partout, hein, moi qui ai bossé même dans les télés. Même chez nous, hein, quand on m'a dit, je suis encore moi sur les plateaux Ligue des Champions, tout ça. De toute façon, la priorité c'est l'image. Hein. On n'est pas là, tu vois, j'y vais pas pour émettre les. D'abord, j'y suis jamais dans les après-matchs, j'y suis souvent dans les avant-matchs. Mais tu vois, on me dit, de toute façon, les critiques, les machins et tout, vous avez l'after.
Nous, on fait une émission de Ligue des Champions. On est dans les avant-matchs, on vend du rêve, on vend un produit qu'on paye cher, qui est magnifique et tout. Et donc, finalement, on s'adapte à ça, quoi. Mais on n'est pas là pour, je sais pas, la télé sort pas de ce truc-là, quoi. Sort pas de l'idée qu'il faut vendre, que c'est de la promotion de produits. Alors, on peut le regretter ou pas. Moi, j'ai fini par le comprendre parce que j'estime qu'il faut qu'il y ait différentes choses dans les médias, qu'il y a le temps pour la vente et les services après-vente et la promotion, qui en plus, c'est des beaux produits. Hein. Nous, quand on fait l'émission en plateau avant les matchs de Ligue des Champions, après tout, la Ligue des Champions, c'est un produit fantastique. On est tous fans de cette compétition. Donc, qu'il y ait des bons reportages sur tel joueur, sur telle équipe et tout, très bien. Moi, après, au final, sur 2 heures d'émission, je parle 5 minutes. Mais je m'en plains pas. Hein. Moi, après, j'ai l'after après pour parler. Tu vois, la télé, c'est ça. Canal fait pareil. Bein fait pareil. Et Mediapro va faire la même chose. Hein. De la même façon, ils payent une fortune le produit Ligue 1. Ils ont déjà annoncé dans les différentes conférences de presse, ils diront que la Ligue 1 c'est formidable. Bon voilà, et puis après les gens sont libres d'aller trouver des émissions où on leur dira un peu plus la vérité. Ouais, puis les gens vont y croire sans doute un peu de de moins en moins dans la... Après, chacun est libre après, hein, tu sais. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que, effectivement, je partage ton avis sur le monde médiatique au niveau de la télé. C'est vrai que c'est assez particulier. Puis tu me parlais avant de journaliste du temps. Moi, je voulais savoir de manière un peu plus globale, de quelle manière est-ce que tu juges en fait le football suisse et peut-être même le Servette en particulier. Est-ce que tu as eu des... Ça, c'est une question compliquée parce que franchement, j'ai pas d'avis. Ah, je suis désolé de vous décevoir et de te décevoir. Non, mais vraiment, le foot suisse, à part les fameuses années du FC Bâle, où j'adorais l'ambiance dans le stade et les 2-3 années où il faisait des super matchs à domicile, et Federer disait qu'il était fan de l'équipe, et c'est vrai qu'il y avait des super ambiances les soirs de matchs de Ligue des Champions. C'est à peu près les seules fois où je me suis intéressé au football suisse. Après, pour le reste, je sais même pas où ils en sont, le Servette, après toutes les difficultés qu'ils ont connues. À un moment, ils n'ont pas été menacés de disparition, même à un moment où ils n'ont pas carrément disparu. Ils ont fait une faillite, un dépôt de bilan, et puis là... quand même. Ouais, c'est solide, hein. Et cette année, ils viennent de se qualifier dans la belle compétition, dans l'Europa League, où ils ont réussi... quelle bonne nouvelle, tu vois, voilà. Je ne savais pas. Ils sont montés cette année et ils vont pouvoir jouer l'Europa League, peut-être contre des clubs français d'ailleurs. Ce serait pas une mauvaise chose parce que j'ai l'impression que les clubs français la prennent quand même vachement à la légère, cette compétition. De toute façon, très franchement, en Ligue, pas tout le monde bat les clubs français. Hein. Ouais. Il faut, si tu regardes de près, même les clubs d'Ouzbékistan, ça peut jouer. Contre les Belges, ça perd. Si c'est pas le PSG en Europa League contre les Belges, ça perd. Il n'y a pas de raison que les Suisses n'aient pas leur chance contre les clubs français. Hein. Il n'y avait pas la dernière fois, il n'y avait pas eu un Bordeaux contre Sion. Sion était au-dessus, non? Oui. Donc, non, en Europa League, les clubs français, ça gagne pas, ça gagne pas des masses. Hein. Bon, après, on va me dire, attends, tu dis n'importe quoi, l'OM, ils ont fait finale et tout, c'est absolument vrai. Mais après, périodique. Pour le reste, les autres clubs, ceux d'en dessous, c'est difficile en Europa League. Hein. Ça gagne pas des masses. Hein. Pour un exploit de Rennes contre le Betis Séville, avant, ça perd. Hein. Ça perd contre les Écossais, ça perd contre les Belges, ça perd contre les Portugais. Non, ça perd beaucoup. Hein. Donc, ça va. Hein. Le Servette, en Europa League, a toutes ses chances contre un club français. Hein. Ah, on est content de mais encore cette année, encore une fois, ça n'a pas passé les poules. Et tu le disais avant, il y a les clubs belges y arrivent, les clubs suisses y arrivent parce que Bâle est encore en compétition cette année, qu'ils vont jouer là prochainement contre Francfort, pardon. Quand tu vois que les clubs suisses, par exemple, qui ont un budget quand même assez ridicule comparé à d'autres clubs, même pas forcément français, on se dit mais comment c'est possible que ça fonctionne pas? Parce qu'en Suisse, on a quand même vachement de respect pour le football français, et c'est vrai que j'ai l'impression que
qu'il y a vraiment un problème de mentalité ou de dirigeant, on ne sait pas, parce que ça... Bah, les joueurs qui sont dans les clubs qui vont jouer l'Europa League, souvent la plupart du temps, sont pas du tout intéressés par le projet du club parce que ils sont intéressés par la vente d'eux-mêmes. C'est-à-dire le joueur est intéressé par sa propre carrière et il sait aujourd'hui que la France est avant tout un vivier de joueurs de foot. C'est-à-dire que ils savent très bien que de toute façon ils vont être vendus par les clubs qui basent leur économie sur les ventes. Donc souvent, savoir s'ils vont briller ou pas dans une aventure en Ligue Europa ou ce genre de choses-là, ça les intéresse pas trop, quoi. De toute façon, ils savent qu'ils sont dans un process de performance individuelle et ils réussissent un ou deux bons matchs, ils sont observés, tous les agents sont là, ils peuvent être vendus, les clubs de toute façon les vendent parce qu'ils ont besoin de les vendre. Alors donc, tu sais, être engagé dans un process collectif dans les clubs en France, il y a bien longtemps que ça n'existe pas trop, quoi. Donc il y a, tu vois, il y a le PSG qui évidemment a des ambitions et veut faire des choses, mais même en Coupe d'Europe, tu vois, même à sa mesure, Lyon, quand ils sont en Champions League, s'ils sortent des poules, c'est l'objectif atteint. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. C'est pas ça qui est visé, quoi. C'est pas aller loin qui est visé, c'est le business prend une part très très importante. Ouais, puis même pour les joueurs eux-mêmes. D'ailleurs, dernièrement dans l'After, vous avez parlé d'un documentaire hyper intéressant qui est diffusé sur Arte, disponible sur YouTube au pied de la gloire. Et il y a un moment, ah ouais, c'est très bien ça, ouais. Il y a un moment, ça m'a marqué parce que, en fait, ce que vous dites très clairement, c'est que finalement, le joueur de foot en 2020, grosso modo, il est intéressé par ses stats, par l'individuel, et plus du tout par le collectif. En fait, ça a complètement, complètement vrillé. Parce qu'il veut être vendu, il vise son contrat. Après, il n'est pas vraiment coupable, hein, le joueur français. C'est le système aussi qui fait ça. Hein. Les clubs doivent vendre des joueurs. Les joueurs savent qu'ils doivent être vendus. D'ailleurs, dans le doc, il y a même un mec, là, un ancien, qui vient leur parler en disant pour les agents, pour les clubs, vous êtes un billet de banque. Voilà, donc c'est aussi le système qui a fabriqué ça. Donc les joueurs veulent partir en Angleterre parce qu'ils vont être mieux payés, même s'ils jouent en D2. Ils veulent aller en Espagne. Il n'y a plus aucun joueur français qui rêve de rester en France dans les clubs français. Ils sont là, les clubs français sont là juste pour les former et pour les voir partir assez rapidement d'ailleurs. Ouais, puis c'est vrai que il y a 2-3 passages dans ce documentaire qui sont assez édifiants, notamment avec le rapport à l'argent. Moi, honnêtement, j'étais encore un petit peu à Utopia, pardon. Je pensais pas que c'était aussi, tu sais, aussi important parce que moi, j'adore le foot et jamais j'aurais répondu, par exemple, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, avoir plein de pognon, tu vois. C'est assez... Ça m'a... Bah oui. J'étais assez atterré, je dois dire. Mais... J'ai été un petit peu naïf, c'est pour ça. Ouais, non, mais clairement, tu sais, c'est mon âme d'enfant qui part de plus en plus au fur et à mesure des années. Et... À ce propos, toi, on t'a souvent identifié comme journaliste autour du PSG, puisque tu as été dans les tribunes à l'époque, tu étais un supporter du PSG. Et la question, en fait, c'est de savoir, quand tu arrives dans le milieu du journalisme, comment est-ce que tu fais, en fait, pour dissocier ce que tu ressentais pour le PSG et ton métier de journaliste, parce qu'il faut... Oh bah ça, y a pas d'école pour ça, tu l'apprends pas. Hein. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à faire ce métier, je me suis dit, t'essayes d'être le plus objectif possible, et puis voilà, t'as le droit d'avoir un regard critique sur ton club. Sur le clubisme en général, ça m'a toujours profondément énervé, quoi. Le type qui est pas capable parce qu'il aime quelque chose d'être lucide dessus, tous les gens qui t'insultent dès que tu dis du mal d'un joueur de leur équipe, qui sont incapables, genre le mec a signé dans le club, ça devient forcément le meilleur du monde, tu peux pas le critiquer. Enfin, le clubisme dans son ensemble, dans sa généralité, vraiment, je supporte pas ça. C'est comme les militants politiques, c'est pareil, quoi. Les mecs qui vont voir les meetings politiques, qui soient PS, LR ou n'importe quel parti là. Et le mec il a tapé dans la caisse. Ouais, c'est pas grave, l'autre en face il a fait la même chose. Ça m'a toujours, ça m'énervait avant dans ma vie d'avant, de jeune, avant de bosser.
Donc de toute façon, après quand j'ai bossé, je dis mais ça, il n'y a pas de raison que je sois pas objectif. D'accord, j'aime le PSG. Si j'estime qu'il joue mal, si j'estime qu'il est mal géré, si j'estime ceci ou cela. Après tout, j'étais critique même quand j'étais en tribune, donc il n'y a pas de raison de pas l'être après. Et de toute façon, moi, le procès en objectivité, subjectivité, j'ai aucun souci avec ça. À partir du moment où je me fais autant insulter par les Lyonnais, les Marseillais que les Parisiens, ça veut dire que tout va bien. Ouais, c'est ça. De ce côté-là, je m'en tire pas mal au niveau insulte. Ouais. Je pense que je rivalise bien. Donc, vu ce que je prends dans la gueule à longueur de temps, ça va quoi. Ça veut dire que c'est assez équilibré quoi. Je prends des tartes de tous les côtés, donc ça veut dire que je dois être pas loin de l'objectivité maximale. Ouais, parce qu'en fait, c'est assez global parce que évidemment, tu reçois des insultes, enfin des critiques, on va dire pour être sympa, des Rennais, des Stéphanois, des Parisiens et Voilà, ouais. Et puis en 2016, t'as fait très fort puisque c'est les Portugais quasiment. Donc là. Ah ouais, mais ouais, mais ça, à la limite, ça m'a fait plus de peine qu'autre chose, ça, parce que vraiment, là, j'ai vraiment pas compris, quoi. Juste parce que j'avais dit que j'aimais pas leur façon de jouer, là, c'était dur parce que c'était carrément genre, j'aimais pas les Portugais. Alors que j'étais le mec qui avait fait le plus pour la promo du foot portugais dans l'after, je voulais tout le temps qu'on en parle, je détestais le mépris dont faisait preuve la France. À chaque fois que je parlais des clubs portugais et tout, on a l'impression qu'on les battait tout le temps. Je dis, mais attends, ouvrez les yeux, les mecs. Le Portugal, c'est largement un pays de football bien plus développé que la France et ils ont gagné à eux seuls 2 fois, ouais, ça doit être 2 fois, bah, même plus que 2 fois le nombre de Coupes d'Europe que nous on a gagné, parce que nous on en a que 2 et ils en ont au moins 2, au moins 6. Je compte comme ça à la louche, hein, mais ça doit être peut-être même plus. Enfin bref, voilà, c'est même pas comparable, quoi. Donc j'étais un petit peu choqué qu'ils le prennent aussi mal, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, ça reste anecdotique ces trucs-là. C'est des passages, ça passe et puis c'est tout, quoi. Mais c'est aussi la magie. En plus, je vais t'engueuler avec ma concierge à cause de ça. Ouais, tu t'avais dit quoi que... Maintenant que tu me fais penser, je me souviens, c'était un épisode triste et tout, surtout qu'on était amis et tout. Bon, après, on s'est très vite réconciliés, hein, quand même. On a retrouvé la raison. Ouais, j'aurais expliqué, je disais non, je ne parlais que du jeu, c'est tout. Je parlais pas d'autre chose, hein. Je parlais pas des Portugais en général. Hein. Ouais, mais c'est toujours bien, tu sais, d'entretenir des bonnes relations avec sa concierge. C'est important parce que très rapidement, tu peux avoir des représailles. Ouais, non, mais il n'y en avait pas eu. Bon, depuis, j'ai déménagé. Hein, mais bon, voilà. On s'entendait très bien. Voilà, ça s'est arrangé. Mais ça aussi, c'est un petit peu la malheureuse magie des réseaux sociaux. Ça veut dire que toi, par exemple, dans l'after, tu vas parler, et c'est terrible parce que tu parles pendant 5 minutes où tu exposes le sujet, tu le développes, et le lendemain, sur les réseaux sociaux, par exemple, on a lu... il y a un bout seulement, ouais, et c'est le bout qui est décortiqué. C'est sur le bout que je me fais insulter alors qu'il est hors contexte et qui ne dit pas la complexité qu'il peut y avoir dans un discours. Et à chaque fois, c'est la même chose sur un joueur, sur une équipe. Mais bon, maintenant, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. De toute façon, tout est comme ça. C'est la négation de la pensée. On ne peut plus penser en 5 phrases, il faut penser en 2 mots, 3 phrases. Bon, après, fort heureusement, moi, à chaque fois dans la rue, je croise quand même des gens qui disent qu'ils écoutent plus que 2 phrases, quoi. Mais il y a tout un paquet de jeunes qui ne se réfèrent que aux 2 extraits sur les réseaux sociaux et qui en plus veulent pas aller plus loin. Quand tu leur dis non mais essaye d'aller plus loin et tout, ils disent oh non t'as dit ça. Je dis non mais essaye d'écouter plus. Non mais même récemment avec mes 3 enfants, j'ai dû leur faire bon maintenant ils sont en âge en plus d'être confrontés à l'école à des gens qui vont leur dire ton père il a dit ça machin. Ça a été dur de leur expliquer. Pourtant ils ont 16, 14 et 12. Ils sont en plein dans l'âge des réseaux sociaux et machin. Ça a été dur de leur faire comprendre. J'ai dit, mais est-ce que tu peux comprendre que quand on dit ça, il y a un avant, il y a un après, il y a des virgules, il y a machin. Ça, ils avaient du mal à le comprendre. C'est vraiment les cerveaux des jeunes aujourd'hui, 15, 20 ans par là, sont tellement habitués à ce genre de réflexion-là, à ces réflexions par petits bouts, que c'est dur. On était dans la voiture, je ne sais plus quel trajet on faisait, ils étaient tous les 3 à l'arrière, j'essayais de leur expliquer. C'était compliqué. Je leur disais, mais tu l'as quand même dit. Ils répétaient, ouais, mais tu l'as dit. Mais je dis, oui, je l'ai dit. Mais il y a un avant, il y a un après. Ça, le avant et l'après atténuent la force de ce que vous appelez la punchline, si vous appelez ça comme ça. Ouais. Et c'était super compliqué de leur faire comprendre. Vraiment. C'était dur. Mais enfin, je sais pas s'ils ont compris, mais bon. Donc, je me suis dit, si eux, ils pensent ça,
putain, mais merde, qu'est-ce que ça doit être tout le monde doit être comme ça, en fait, maintenant. Ouais, bah aujourd'hui, c'est clair que tu sens quand même qu'il y a c'est vraiment plus la même chose, t'as l'impression. Ça fait un peu vieux con de le dire, mais t'as l'impression que les gens restent plus sur essayent plus de se concentrer sur les sujets, de lire des livres, juste même. Tu sais, même un livre sur le foot, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins, alors qu'il y a vraiment il y a des vrais bons bouquins sur le marché, mais j'ai l'impression que effectivement on est dans la culture de l'instant T un peu, puis c'est vrai. c'est forcément que c'est un peu dommage. Puis par exemple, ouais, là, je crois que je crois qu'il y a 3-4 jours, ouais, sur les réseaux sociaux, t'avais dit que Verratti était pas titulaire pouvait plus était remplaçant au PSG, mais dans un 4-4-2, pas forcément dans un 4-3-3 par exemple. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont repris, qui sont mal repris d'ailleurs. Et c'est un petit peu. Ouais, mais faut s'y faire. Maintenant, il faut faire même attention à ça, quoi. Puis, de toute façon, après, on peut aussi s'en foutre des insultes sur Twitter. On peut aussi passer outre. Moi, des fois, je m'en fous pas et je réponds très violemment. Il y a des jours où j'ai envie de répondre très violemment et je le fais, surtout quand on insulte ma famille. Quand on insulte que moi, franchement, je m'en fous. Franchement, je m'en fous, je laisse filer. Voilà, on a aussi le droit de s'en foutre. Après tout, c'est un monde qui n'existe pas, comme je dis toujours. Moi, j'en ai jamais rencontré des mecs, ceux qui m'insultent et tout dans la vraie vie, je les vois jamais, donc je sais pas où ils sont, quoi. Ils se cachent derrière leur écran, puis après, quand ils te voient, ils disent non, mais j'ai été exprès, c'est pour que tu me répondes, j'ai envie de parler avec toi. Bon, écoute, voilà, c'est un truc de fou. Moi, il y en a un là, il interpelle sans arrêt. J'ai dit mais putain, mais tu veux pas arrêter d'écouter l'émission? Fais-toi du bien, quoi. Arrête d'écouter, puisqu'à chaque fois tu dis que tout ce qu'on dit c'est nul. Non, mais je continue d'écouter, ça me fait marrer. Je dis bon bah alors ok, rigole si t'as envie de rigoler, mais arrête de dire, arrête de te faire du mal, quoi. T'as l'impression de souffrir. Arrête d'écouter. T'as vraiment l'impression que les gens ils sont des fous, qu'ils consultent des psys. Ouais, il y a un petit côté masochiste comme ça autour de l'after, justement, qui est devenu. Mais ça fait depuis 14 ans, si je dis pas de bêtises, que vous êtes que c'est en place, et on a l'impression que ça dépasse le cadre d'une simple émission, dans le sens où t'as des gens qui à la base ne se rendent compte qu'ils se connaissaient pas et qui se rendent compte qu'ils sont aftériens entre guillemets, et qui commencent à avoir plein de points en commun. J'ai l'impression que cette émission, c'est un peu abstrait, mais elle dépasse vraiment le cadre d'une émission qui a presque un univers à côté avec. Ce truc-là, on commence à nous le dire de plus en plus depuis un an ou deux. Ça me fait un peu peur, parce que quand on commence à dire ce genre de truc, ça veut dire qu'on rentre un petit peu un peu dans l'histoire, entre guillemets, et généralement ça veut dire que dans pas longtemps c'est fini. Donc ça me fait un peu peur. Ça veut peut-être dire qu'on va nous virer d'ici peu. C'est peut-être le début de la fin, tu sais pas. Bon. Je sais pas. En tout cas, il commence à y avoir un côté comme ça où de plus en plus de jeunes nous disent ça. Donc je me dis, oh merde, c'est mauvais signe ça. Ça veut dire que bientôt on parlera de nouveau passé. Ouais, mais toi, t'as annoncé que tu partais quoi en 2022, non? La Coupe du Monde de Qatar. Ouais, quand j'aurai touché les manettes, je les ai pas encore touchées, donc peut-être j'aurai encore besoin d'argent, ça faudra que je continue, je sais pas. Ouais, c'est pour ça que maintenant ça te fait un point de contact à Genève. J'ai pas mal de contacts dans les banques et tout, donc il y a moyen de. C'est ça, ouais. Peut-être pour placer ma mallette, je te contacterai. Ouais, pour transiter, pour faire transiter tout ça, comme ça on est sûr. Je voulais encore aborder un thème, c'était encore une fois, c'est un thème sur lequel tu as toujours été assez clair. C'est le mouvement ultra. Globalement, c'est pas que tu es contre les ultras, mais c'est que parfois et c'est vrai qu'on a l'impression que vraiment ils s'approprient le club, alors qu'un club, ça appartient à tout le monde, et des fois tu as l'impression que c'est vrai que certains groupes s'approprient le club à
à eux tout seuls, grosso modo, et que t'as l'impression que le club appartient qu'à eux. Bah, dans ultra, dans la définition même du terme, il y a pro, donc ultra, et ça sous-entend une forme d'extrémisme. Et effectivement, l'extrémisme, parfois, ça me saoule. Moi, je les soutiens, je les ai toujours soutenus. Je pense que c'est la vie d'un club. C'est vraiment les ultras, c'est quelque chose qui est capital dans l'histoire du foot, et qu'un club en est, c'est plutôt bon signe. Mais dans le même temps, j'ai le droit de dire que leur extrémisme, parfois, me fatigue. Et cette appropriation permanente, nous, on est des supporters meilleurs que les autres. Ça, je ne peux pas le croire. Il y a des gens qui adorent le club, qui sont des passionnés des clubs, sans aller dans les virages, en allant en tribune latérale. Il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des moyens, des grands, des petits. Et ça, je crois pas qu'il y ait des gens qui soient mieux et meilleurs supporters que d'autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à le supporter. Même quand j'y étais, moi, ce que je voulais, c'était que tout le stade forme une sorte de... Voilà, pour le coup, c'était moi qui étais très dans Ah bah tu vois. C'était comme une grande famille. C'était comme une grande famille. Il y avait les vieux dans les latérales, il y avait les mômes, il y avait les femmes, les vieux. Enfin, tout le monde avait le droit d'aimer le club, quoi. Et moi, plus on aimait le PSG, plus je trouvais que c'était formidable. Moi, j'adorais dans les gros matchs quand les tribunes, les ultras disaient le parc avec nous, le parc avec nous. C'est-à-dire que ça encourageait tout le monde à chanter. Effectivement, les autres chantaient, ne mettent pas du tout d'ambiance par rapport. Donc, je trouvais ça formidable quand on arrivait à attirer tout le monde. Et après, moi, je disais pas, nous, on est mieux que vous, nous, on est là. Alors oui, après, oui, ils sont plus fidèles, souvent, ils font les déplacements, d'accord, mais est-ce que c'est toi qui l'as choisi? C'est toi qui veux de cette vie-là. Donc, ne demande pas plus de droits qu'un autre. Hein, en plus, rien ne dit que tu pourrais prendre de meilleures décisions, rien ne dit que ton avis pour le club est meilleur que l'autre. Donc après, les positions un petit peu extrêmes, elles m'agacent, surtout quand elles sont teintées d'idéaux politiques. Ça me casse encore plus les couilles, là, comme la finale, là, où les Stéphanois disent « non, on va pas au Stade de France parce qu'il faut faire un tri entre nous. » Ça va, là, la situation, elle n'est pas déjà assez galère comme ça. Les clubs rament, on s'est arrêté alors que c'est catastrophique de s'être arrêté. On reprend. Le président de la CD décide qu'il y aura 5000 personnes. Non, nous on veut pas faire le tri. Et tu fais pas le tri habituellement quand il y a une finale? Quand on te donne que 15 000 ou 20 000 places alors que 50 pourraient venir, tu fais pas de tri quand tu fais un déplacement où on autorise 1500 personnes à venir alors que dans ton stade il y en a 40 000 en temps normal. Et là d'un coup tu veux pas faire un tri? Putain, vraiment, là pour le coup ça m'énerve. Là pour le coup vraiment c'est des situations radicales. De toute façon je supporte pas les radicalisme comme ça là, dans ce genre de position. Je vois ça m'agace surtout dans des moments comme ça où, en l'occurrence, la crise qu'on a traversée, elle doit plutôt nous encourager à se rapprocher, à trouver des solutions, même pas bonnes, mais qui sont des solutions, à savoir reprendre, même sans public, reprendre, même avec 5000, reprendre, mais en tout cas pour qu'on avance, quoi, qu'on continue d'avancer, qu'on soit ensemble et tout. Non, les mecs, non, on reprend pas, on veut pas, parce que on reprendra pas tant qu'il y aura pas, on reprendra. Putain, on galère pas assez, là, elle est pas assez difficile, la situation à l'heure actuelle. Si tu vas sur une page, il faut mettre un masque, il y a des gens qui meurent, enfin beaucoup moins qu'il y a 3 mois, fort heureusement. Enfin bon, on va pas en plus opposer à ça un extrémisme des stades et des opinions, putain. Ouais, enfin, voilà. C'est ça qui est un peu dérangeant en fait, c'est ce côté extrémiste et puis le jusqu'au boutisme, quoi. Jusqu'au boutisme, ça me fatigue globalement. Comme les partis extrêmes en politique me fatiguent aussi beaucoup. Et puis ouais, mais ça, moi je me demandais avec ça, avec toutes ces positions assumées, t'as jamais eu, c'est une question à la con, peut-être qu'on te l'a déjà posé 46 fois, mais t'as jamais eu peur physiquement? Non. Ah ouais? Non, encore heureux, putain, il manquerait plus que pour des opinions dans le foot, on soit menacé. Alors oui, t'as des mecs qui menacent sur Twitter, mais franchement, ça m'a jamais vraiment secoué. Mais non, quand même, quoi. Franchement, j'ai eu peur physiquement en 94 quand je me suis retrouvé un peu isolé contre les hooligans d'Arsenal qui débarquaient dans une rue où je me suis retrouvé paumé avec le gars avec qui j'étais. Voilà. Autour d'un stade, c'est un peu la seule fois où j'ai eu peur. Sinon, et où j'ai couru très vite. Sinon, c'est une qualité. Non, je veux pas avoir peur pour des opinions. Putain, il manquerait plus que ça. Non, c'est con quand même. Ce serait con. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'un illuminé adorateur de Verratti me menacera un jour. De toute façon,
De toute façon, ils insultent toute ma famille à cause de ça. On ne sait jamais, quoi. Ouais. Voilà, on est à l'abri de rien. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'au niveau, t'as deux trois sujets comme ça sur lesquels c'est un peu chaud. Verratti s'en fait partie, les goûts et les Parce que couleurs. les mecs te ramènent toujours à ça. Les mecs te ramènent toujours à ça. Ouais. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, c'était autour de Valbuena. C'était autour de Valbuena. On me ramenait tout le temps, les mecs me ramènent toujours à ça. Ils me reposent tout le temps la même question. Donc, moi, je réponds. Et puis, on croit que. Alors, ils me disent, ouais, mais t'es en fixette. Je dis, c'est pas moi qui suis en fixette. C'est vous qui m'en reparlez tout le temps. Et m'en reparlez pas. Et puis, il n'y aura pas de fixette. Après, on verra si les faits me donnent raison ou pas. Je trouve que généralement, depuis 4 ans, les faits m'ont quand même au minimum à 80-90% donné raison, bordel. Merde. Et puis, Enfin, voilà. Puis il y a juste ce dernier truc qui t'agace beaucoup. On l'a entendu pendant le confinement, c'est la phrase les goûts et les couleurs. Ça, c'était le coup de trop de. Ah bah ça oui. Ça oui, je vais pas redévelopper ma théorie là-dessus, hein. Non, mais bon, oui, non, c'est vraiment ça pour moi, le goût des couleurs, c'est la phrase de la paresse intellectuelle. Voilà, c'est la phrase de la non-progression intellectuelle, de la non-volonté de s'élever et de savoir et d'aller vers des choses plus importantes et de se contenter de la médiocrité. Et après, on se défend en disant, bah non, mais le goût et les couleurs, bah oui, le goût et les couleurs, ouais. Bah ouais, t'as le droit de préférer le pâté de chez Carrefour en foie gras si t'as envie. Bah oui, c'est le goût et les couleurs après tout, non? Ouais, non, mais... Et puis tu peux préférer un cubi de rosé à un bon vin, bah oui, c'est le goût et les couleurs après tout. Et puis Cléderman à Mozart aussi, bah oui, si t'as envie, le goût et les couleurs, voilà. En vrai, c'est la phrase de la médiocrité, le goût et les couleurs. Voilà. Et puis voilà, on va pas te... Maintenant, entre deux grands vins, les goûts et les couleurs, après, ça marche entre deux grands vins. Ou entre deux grands réalisateurs, ou entre deux grands... Voilà. Ah oui, là, t'as le droit. Voilà. Ouais, voilà. Là où ça marche pas, c'est entre le taxi et le parrain, par exemple. Voilà. Ça... Oui, ça, non, voilà. C'était ça. Oui, je me souviens que c'était ça l'exemple. Ouais, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai regardé dernièrement, mais... parce que j'ai jamais vu le parrain, mais bon, on s'en fout un peu en fait. Et, mais je tenais à le dire. Et enfin, j'avais une dernière question que, tout le monde se la pose. Est-ce que vraiment Jérôme Rotten te met la misère au tennis ou il s'invente un peu une vie Non, mais il aime bien se vanter de ça, il aime bien parler de ça. Non, ce sont toujours des matchs extrêmement accrochés, des très bons d'ailleurs, très intéressants à suivre. On invite tous les gens, c'est ouvert, c'est gratuit, l'entrée gratuite. Et non, les deux derniers, je gagnais pas. Alors c'est vrai que lui, il dure plus parce que physiquement, il a 10 ans de moins que moi quand même si ça se voit pas. Il a quand même 10 ans de moins que moi. Et donc sur la durée d'un match qui dure, si je suis pas en forme, forcément, il risque de prendre le dessus. Mais sinon, c'est long. On ne se rend pas compte, mais c'est long. Mais sinon, souvent, premier set, c'est très équilibré et j'ai gagné autant que lui, il a gagné. Voilà. Mais lui, il aime bien. Quand il gagne, il le dit à l'antenne. Moi, quand je gagne, je le dis jamais.